Mes chères télescapeuses, mes chers téléspectateurs et télescapeurs, bonjour, merci d'être là. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule parce que pour cette quatrième télescapade consacrée aux événements du centre Val de Loire, avec une douzaine, on s'est déjà baladé à Chartres, on s'est déjà baladé à Tours, on s'est déjà baladé à Chenonceau. Nous sommes aujourd'hui chez Léonard. Nous sommes aujourd'hui au château du Clos Lucé. C'est juste extraordinaire. On y va? C'est parti. On va commencer par les jardins. On ira ensuite se balader dans une exposition permanente qui a été récemment créée par l'organisation du château du Clos Lucé. On va en prendre plein les yeux. Et puis, évidemment, nous allons parler, figurez-vous, de Léonard de Vinci. C'est original ce que je vous dis. Évidemment aussi, il faut qu'on replace un petit peu le château du Clos Lucé dans son contexte historique. Et puis on va pas faire comme tout le monde. Généralement, on visite l'intérieur de la maison qu'a occupée Léonard de Vinci lors des 3 dernières années de sa vie. Et bien nous, on va commencer par les jardins parce que on va être tout de suite plongé dans le génie sans limite de ce personnage extraordinaire qu'était Léonard de Vinci. Tout ce que vous allez voir fonctionne, ont été recréés à l'échelle 1. Les fabrications, les inventions qui illustrent encore une fois le génie de ce gars. Alors évidemment, on le connaît principalement par la toile la plus célèbre du monde, nous ne la citerons même pas. Mais replaçons quand même, puisqu'on parle tout de suite de peinture et de Léonard de Vinci, replaçons tout de suite l'ensemble de ses créations. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il nous a laissé une quinzaine de toiles. C'est très très peu. Très très peu. On en reparlera, on en reparlera. Mais il était tellement en ébullition permanente sur la recherche, sur les dessins, afin d'illustrer ces idées magnifiques qu'il consacrait à diverses thématiques, qu'il s'agisse de la guerre, on va l'aborder tout de suite, qu'il s'agisse de la fête, qu'il s'agisse de la médecine, qu'il s'agisse bien évidemment d'être en avance sur des créations qui sont dans la rue et dans le ciel aujourd'hui. Le gars avait un tout petit peu d'avance. Coucou Véronique, c'est sympa d'être avec nous, c'est extraordinaire. Alors on a beaucoup d'adolescents qui font beaucoup de bruit.
Mais bon, c'est pas grave. Donc on va se faire un petit tour général hein, sur ce jardin extraordinaire, tout aussi extraordinaire que les créations. Mais replaçons un peu, si vous voulez bien, tout d'abord, on ira à chaque fois, peut-être pas à chaque fois parce qu'on n'a qu'une heure ensemble, hein. C'est trop peu. Mais on aura là juste un petit exemple tout de suite, mais on se fera des petits commentaires. Mais regardez ce qu'ils ont fait ici, c'est génial. Ils ont tout simplement recréé à l'échelle 1, encore une fois, cette catapulte imaginée par Léonard de Vinci. Alors c'est un cas parmi... là c'est l'îlot de la guerre, on va y revenir, mais continuons tout simplement dans un premier temps à se balader dans ce jardin extraordinaire. Parce que là c'est vraiment, ça porte son nom. Alors le seul qui nous manque aujourd'hui, et c'est la première fois, c'est le soleil. Je croyais qu'il allait pointer son nez. Eh ben non. Alors cette histoire, en 2 mots, du château du Clos Lucé, là on est au XVe siècle, plus précisément en 1471, dites donc. Date de la fin de la construction de ce qui est à côté, là, le château d'Amboise. Et donc c'est en 1490, pour faire un peu d'histoire, que Charles VIII achète le château à Étienne le Loup. Et il le transforme en forteresse. Et cette forteresse sera utilisée d'ailleurs comme résidence d'été des rois de France. Donc Charles VIII fait tout un tas d'aménagements, notamment pour sa femme, Anne de Bretagne. Dingue, non? Hop. En 1509 jusqu'en 1515, tiens, il me rappelle quelque chose, cette petite date. C'est Charles IV d'Alençon qui en fait sa résidence principale. Et puis, il le vend à Louise de Savoie, mère de François Ier. Et là, on va s'approcher chronologiquement de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc 1 an après son couronnement, François Ier invite le célèbre peintre à s'installer au Clos Lucé, donc qui est attenant, enfin attenant, pas vraiment, on n'est pas dans la mitoyenneté, on est à l'époque un jet de pierre avec une catapulte. Non mais on est juste à côté, hein, pour ceux qui connaissent, bon, voilà, ceux qui ne connaissent pas, on est à peu près à 200 mètres à vol d'oiseau du château. Donc notre roi l'invite, notre peintre italien, à traverser les Alpes. Et Léonard de Vinci s'installe à l'âge de 64 ans, mes amis, au Clos Lucé. En fait, il était un peu... aujourd'hui, on dirait grillé. C'est un peu cash. Disons qu'il n'était plus reconnu à sa juste valeur à Rome. Il était en froid avec les Médicis, qui lui préféraient Raphaël, Michel-Ange. Et du coup, le terme qui embrasse alors, maintenant. Du coup, il accepte l'invitation de François Ier. On reviendra sur tous ces enjeux, on va rester un peu dans l'histoire. Et François Ier est subjugué par le talent du peintre. Il le désigne premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Dommage qu'on n'ait pas le soleil, comme ça. Dans des petites ruches là-bas. Donc, il traverse les Alpes avec son bazar. Dans son bazar, il y a la Joconde, un beurre. Et François Ier lui offre de s'installer au Clos. Et il
il va y passer les 3 dernières années de sa vie. Et alors là, ça va être foison de réflexion, Enfin, c'est hallucinant. C'est proprement hallucinant. Bon, pour terminer rapidement sur l'histoire du château, parce que faut quand même boucler la boucle. Il va changer plusieurs fois de propriétaire après la mort de Léonard de Vinci. Et puis, aujourd'hui, enfin à partir de 1855 pour être précis, c'est la famille Saint-Brie. Vous connaissez l'écrivain fantasque Gonzague Saint-Brie, eh bien c'est la même famille. Et les Saint-Brie sont propriétaires du Clos Lucé depuis 1855, figurez-vous. Il est évidemment classé au patrimoine des monuments historiques, mais ne sera ouvert au public qu'en 1954, figurez-vous. Voilà, vous savez tout. En 2017, on entame de gros travaux de réaménagement pour donner justement le lustre que nous voyons aujourd'hui. Là, en fait, on est à l'entrée du parc. Côté... Alors là, ouais, non, on ne voit pas bien. Oh, c'est très bien aménagé. Il y a des petites tentes là, pour se poser. Bonjour Carole, merci d'être avec nous. Bonjour Maïlis, c'est sympa. Hop. Et alors là, c'est super, ils ont mis les originaux, c'est sympa. Dans le parc. Ah, je peux pas faire le selfie tout seul avec ma bobine dans les trous hein, de François à droite et Jock à gauche. C'est extrêmement bien organisé. C'est magnifique, mais vraiment, je vous invite évidemment à vous y rendre physiquement, bien sûr. Mais encore une fois, je suis ravi de faire cette petite balade avec vous. C'est super chouette. Oh, j'ai plein de petites anecdotes sur... Oui, c'est vrai, Véronique, tu as raison. Il y avait un passage souterrain afin que Léonard retrouve son ami François Ier, parce qu'ils étaient très amis. Après ce qu'on m'a dit. En fait, il n'est pas venu là par hasard, mais effectivement, il pouvait se retrouver via ce souterrain. Merci pour cette remarque plus que justifiée. Et voilà, alors ça plante le décor tout de suite. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, le gars était tellement en ébullition permanente qu'il... Vous voyez tous ces dessins, on le verra, dans les petites anecdotes on le verra, mais vous savez que il était gaucher, Léonard de Vinci, et il écrivait aussi, il utilisait l'écriture miroir. C'est-à-dire que vous avez vu, on en aura des exemples tout à l'heure, mais cette écriture, on la voit là-bas à gauche. Ouais, j'ai pas le droit de marcher sur la pelouse. En tous les cas, il écrivait en miroir, il fallait un miroir pour lire ce qu'il écrivait. C'est dingue. Tout ça pour pas que sa plume bave. Organisé. Organisé. Voilà une des anecdotes qui caractérisait de Vinci. Gaucher, écriture miroir. Vous voyez tout de suite le parachute. Voilà, le gars n'avait fait que... Il a inventé... On va voir toutes ces créations qui sont aujourd'hui bien réelles. Enfin, on peut en parler tout de suite. Hein. Il avait quand même inventé l'hélicoptère, la voiture, le sous-marin. Ici, le parachute. Enfin, c'est... Je vous dis, moi, quand j'arrive ici, j'ai carrément la chair de poule parce que c'est d'une puissance. C'est juste incroyable parce que toutes ces maquettes à l'échelle 1 que nous allons voir, qui fonctionnent toutes, notamment toutes les roues, tous ceux qui utilisent l'eau, bah, tout ça, ça fonctionne. Ça va là, il n'y a pas trop de monde. Vous voyez cette écriture là, on en parlait tout à l'heure, on la connaît tous, hein, bien évidemment. Mais vous comprenez quelque chose là? Hop là. Pof. Eh bien, il faut un petit miroir. Oui, il y a des pans, effectivement. On m'a appelé Léon Reynaud, ici présent.
Non mais le parc est magnifique, je suis un peu... Ah, il y a un petit trou de ciel bleu là, voilà, c'est la première fois encore une fois que le soleil nous fait un peu défaut dans nos télescapades. Mais c'est pas grave. Un peu de calme. Vous voyez ici on nous dit Léonard de Vinci, visionnaire du volume 1, ouais, c'est ça. Hein. Quand j'ai fait ma petite intro tout à l'heure, vous l'avez vu, j'étais à côté de cette maquette qui fonctionne. Ce n'est autre qu'un hélico. Le gars avait compris le principe, enfin c'est pas qu'il avait compris, c'est qu'il l'a inventé. Voilà, toutes les machines volantes. Enfin bon là je défonce des portes ouvertes parce que on le sait tous, mais c'est vrai qu'ici c'est beaucoup plus prépondérant. Évidemment c'est beaucoup plus fort. Le ballon, enfin, c'est incroyable. Je peux vous dire que notre ami Elon Musk, à côté de Vinci, c'est un Mickey. Ah ah, j'hésite pas à le dire. On ira visiter aussi, bien évidemment, la maison à l'intérieur. Alors, le seul truc qu'il n'avait pas prévu, Léonard, c'est que, comme on s'est fait un tout petit peu piéger hier à Chenonceau, l'épaisseur des murs empêche un peu la 4G. Il n'a pas réfléchi à la 4G. Le bateau à eau, tiens, voilà. Au hasard. Oh, mes enfants, il pleut. Tiens, moche. C'est pas grave, on a des galeries, on a plein de choses. Voilà, le coup du bateau à eau, c'était pas le premier à imaginer de remplacer des rames par des roues à pales. Hein. Il y a un gars qui s'appelle Francesco Di Giorgio qui avait imaginé une machine semblable. Alors le gars il utilisait le principe de la roue écureuil, hein, ça tourne sans arrêt pour actionner les propulseurs. Et il fallait donc quelqu'un pour faire tourner le bazar. Et De Vinci lui préfère un système plus simple d'une double manivelle, voilà, on le voit ici. Voilà, il se dit toc. On va le faire d'ailleurs. Cette télescapade, on est dingue. C'est ça qui est top, regardez, en fait on peut actionner, voilà, toutes les maquettes. Hop là. Hop. Et voilà la roue à eau de Léonard. On va retourner un peu sur nos pas, parce que tiens, il y en a une autre roue à eau là. Moi je fais tout en dépit du bon sens, c'est pas grave parce qu'il y en a tellement. Et puis comme on est un tout petit peu limité par le temps, eh bien on va piocher par-ci par-là les idées du génie. Hop. Le parc est juste extraordinaire. Hein. Vous voyez, on aperçoit au fond, on l'a vu tout à l'heure en intro, on aperçoit la maison, on ira, on terminera par ça. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? La roue à écureuil. Pof. Ben voilà, on en parlait. Alors mais là, il fallait du monde dedans et nous, on a vu notre petite roue à aube. On va aller vers l'îlot de la guerre, là, parce que malheureusement, et c'est pas d'aujourd'hui, mais tout le génie de ces gens-là était aussi utilisé pour des raisons très peu louables. Enfin bon, c'est comme ça. Tac. Et puis sur le plan mathématique, le plan... Dans les anecdotes, il y en a une aussi, moi, qui m'a marqué, c'est-à-dire que il avait déjà pensé au frottement entre les matières. Vous imaginez jusqu'où il allait. Enfin, c'était incroyable. Alors qu'on pensait que c'était un autre mathématicien, et bien non, on a découvert récemment qu'il avait intégré dans ses créations
les théories relatives au frottement des matières. Non mais, de dingue. De dingue. Alors tant mieux, il pleut un petit peu, ça fait pas de mal. Je vous le dis. Hop. On entend les ponts qui m'appellent. Je sais pas où il est, on va peut-être le voir. Enfin, c'est pas le but hein, aujourd'hui. Hop. Alors les ponts, tiens. Au hasard. Au hasard. En voilà un premier. Tout ça, ça sort du cerveau du gars. Toc. Bing. Donc ça, c'est un pont mobile. Voilà. Hop là. Du bois, des cordes, suspendues. Des techniques de voûte, enfin, dingue. Et puis, il imagine aussi des ouvrages civils. Alors, donc, pour la guerre, comme on disait tout à l'heure, il y en a un pont pour la guerre qui est représentatif de la réactivité du gars. Alors celui-là, regardez ça. Aujourd'hui, si on considère des ponts contemporains, modernes, eh bien voilà, la technique, c'est la même. On parlait de la technique des voûtes. Voilà, c'est clairement ici. Voilà, il y a un pont comme ça. Alors il l'a proposé, par exemple ça, je crois que c'est celui-là qu'il a proposé à un sultan. Le gars a dit non, et puis en 1970, on a construit le même. Allez hop. Et c'est vrai que ça ressemble. Juste fou. Juste fou. Allez, on va se balader dans l'îlot de la guerre, puisque on est juste à côté. Alors voilà. Ça on connaît, hein, l'histoire de tirer plusieurs cartouches. Bing. C'est génial que les raquettes, là on a un ovni, il a même inventé les ovnis. Là, non mais c'est complètement... Alors ça c'est assez célèbre, hein. On connaît bien ce char d'assaut, en fait c'est ça. Regarde, il a inventé le char d'assaut. C'est fou. Avec des canons, les gars protégés, enfin voilà, le même système. Avec des manivelles, des jeux d'engrenage pour que ça se passe bien. Ouais, c'est ovnis, ouais. Toc, voilà, canon classique, alors sauf qu'on se trouve celui que ça c'est pas du Léonard, c'est pas du Léonard ça, il y a eu d'autres génies pour pouvoir dézinguer les gens, ça alors là, ils étaient plusieurs. Hein. Par contre là, en revanche, pardon, hop. Voilà la vis d'Archimède. Alors ça le fascinait. Hein. Tout à l'heure, là, c'était l'hélicoptère qu'on a vu, c'est le principe de la vis sans fin, en fait. Hein. Machine élévatoire. Archimède hein, était le premier à avoir vu ça. Mais voilà, la vis d'Archimède, donc composée d'un cylindre creux, mobile autour d'un axe, à l'intérieur duquel est fixée une vis. Bing. Donc en tournant dans un sens, voilà, on va l'actionner. Hop là. Youpi. Et ça fait monter la flotte. Voilà. Donc paradoxalement, et les paradoxes il y en a beaucoup, ça tourne dans un sens pour faire monter dans l'autre. C'est dingue. Allez, on va se rendre à la galerie. On va y aller gentiment, mais fermement. Parce que le temps passe, c'est tellement magique ici. Hop. Hop là.
Et alors, moi, je suis toujours particulièrement ému, je dois le dire, quand un endroit est fortement lié à un personnage. Ça m'avait fait le même coup, je vous raconte ma vie, vous savez, j'ai toujours ma petite minute Thierry Vanoche. Ça m'avait fait le même coup, hop là, à l'île d'Elbe, quand j'avais été visiter la maison de Napoléon, qui est tout seul dedans. Et c'était juste très émouvant, en fait, finalement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage. On sent de la même manière ici, c'est ce que je vous avais dit, on sent quasiment la présence du personnage. Moi, je trouve ça très fort de sentir que le gars s'était baladé où on met nos pas aujourd'hui. Enfin, c'est extrêmement... moi, je trouve ça extrêmement émouvant, quoi. Surtout quand on parle d'un génie comme... Bon, je vais arrêter de dire génie, hein, ça y est, c'est fait. On va aller à la galerie, on va parler un petit peu maintenant. On a vu la guerre. C'est trop mignon, hein, ce qu'ils ont fait. Hein. Regardez ce... Alors là, bah voilà, tenez, regardez, j'invente rien. Alors, on ne voit pas très bien par transparence. Mais les engrenages, les enfants. Bon, ça, on avait déjà réfléchi à tout ça. Mais voilà, tout ça, ça a été repensé, redessiné avec cette intelligence extrême. Regardez cet enchaînement. Ah, il y a des marmots. Ça va nous faire un peu de bruit. Mais regardez cet enchaînement d'engrenages pour faire tourner cette roue à aube. On a tout compris là. Et voilà. Et là, regardez l'axe. On est compte qu'on est parti du premier tonneau là dans l'engrenage qu'on a vu à gauche et on arrive au bout de... C'est fou. Tiens, ben voilà notre ami, regardez. On va revenir sur les sur les ponts, les pans et les ponts. Donc voilà le pan. Bonjour pan. C'est pas de mal, Carole, le voilà. Salut gars. C'est toi qui m'appelles Léon comme ça? Allez-y. On fera le beau un autre jour. Ah, soleil, les enfants. Génial. On parlera du rapport aussi que Léonard de Vinci avait avec la nature et la botanique. Alors il était végétarien, le gars. Il refusait absolument de manger tout ce qui contenait du sang. Voilà, c'est simple. Et puisqu'on était dans les ponts, revenons au pont. Et regardez celui-là. Alors celui-là est juste dingue. Pourquoi? Parce que c'est un pont utilisé à des fins militaires. Toc. Ah ouais, comment c'est fichu. Voilà. En fait, c'était un pont juste fait avec des rondins, des cordages qui permettaient aux armées de ficher le camp à tout berzingue. Donc ça, je peux vous dire que ça, sans l'aide d'autres instruments, il n'y a pas de fer, il n'y a même pas de corde, qu'est-ce que je raconte? Oui, je l'ai dit ou pas, je ne sais plus. Il y a tellement de choses. Là, c'est juste l'assemblage des rondins qui permettent de créer ces ponts de fortune qui peuvent être assemblés en moins de temps qu'il faut pour le dire, ou presque. Donc c'est un pont autoportant, transportable, démontable, ça s'appelle un pont sauvage. Et bien tout ça, ça garantissait aux troupes d'échapper à l'ennemi en assemblant le pont à tout berzingue. Et ben voilà, ça c'est notre ami Léonard. Voilà. Donc on se trimballe avec Léonard, clic-clac Kodak, et voilà. Dingue, non? Allez, on va l'utiliser d'ailleurs. Hop.
Voilà, j'ai regardé chez Orpi tout à l'heure si on louait cette jolie petite maison à côté. Bon, elle est un peu en ruine. Hein. Hop là. Allez, on va un peu parler du peintre. Alors ici, on a une petite galerie interactive. Je ferai silence, mais vous verrez, c'est très bien fichu. Alors on va juste, regardez, d'ailleurs ils ont créé ce nouveau bâtiment, c'est pas très vieux. Voilà, on me l'a vendu tout à l'heure à l'entrée. Hop. Mais ça, Véro, je sais pas si tu es encore avec nous. Je sais pas si quand vous êtes venu, il y avait ça. Voilà. Donc là, on va rentrer, on va pas se gêner. Hop. Bonjour madame. Des illustrations de volume régulier. Bing, bing, bing. Voilà. Là, ici, le fameux codex. Le codex Atlanticus, le fameux. On va vite passer ici, hein. Je vous fais grâce de toutes les exclusions. Mais un petit peu quand même regarder la chrono des... Voilà. La vie de Léonard de Vinci de 1452 à 1517. Ah. Moi aussi, j'ai entendu parler de séries. Il y en a une récemment qui était pas mal quand même. Ah bah oui, faut revenir. Voilà. Voilà, ce sont des engins de levage. Une grue pivotante. Allez hop, tiens, je vais te créer ça ce matin en prenant mon petit déj. Youpi. Tiens, les volumes qu'on a vus tout à l'heure en dessin, et voilà. Hop. Parce que je vais pas trop vite en volume. Très joli ces petites galeries, regardez. Hop. Alors il intervenait dans tous les domaines. Ici on nous parle d'urbanisme. Il avait inventé la ville idéale, un romorantin. Il voulait en faire une cité idéale. Ça ne s'est jamais fait, mais il avait pondu tous les plans, un palais. Enfin, il avait tout pensé, tout imaginé, tout décrit, et puis surtout, tout était prêt à fabriquer. L'architecture militaire, c'est vrai qu'il a été extrêmement prolifique aussi à ce niveau. L'architecture religieuse, enfin c'était partout, que voulez-vous, c'était... On dirait que le gars a eu 5 ans de vie, quoi. Et puis aussi, ah oui, ça c'est intéressant, cette architecture éphémère, il était capable de créer de véritables scènes actives, avec, on parle d'une scène avec des centaines de candélabres qui chassaient la nuit. On était sur une dimension absolument incroyable de la fête et de l'événement aussi, avec cet homme-là. Bon, ça c'est les à côté. Alors j'aurais aimé vous présenter la galerie suivante qui est relative au peintre. Alors je vais me taire un peu parce que vous allez voir que c'est assez chouette. Voilà. Je vais mettre au milieu. Ce qu'ils ont fait, regardez.
Trahis par la technique, avons été. Voilà. Dans ces cas-là, bah on redémarre. Donc on s'était quitté il y a quelques minutes, désolé pour cette petite interruption d'image. On s'était quitté lors de cette salle interactive là qui est plutôt chouette. On va continuer notre balade et puis on va se rapprocher maintenant. Vous êtes revenus tous, pas encore. Désolé, voilà. Tiens, allez, dernier pont avant de rejoindre le... Regardez jusqu'où allait le gars quand même. Regardez ce pont. Bonjour Gilles. On a une petite interruption, désolé. Hein. Voilà. Regardez ce pont parce que ça c'est très intéressant. Pas comme tout. Je me demande ce qui n'est pas intéressant ici. Donc ça c'est un pont à 2 niveaux. En fait il avait inventé ça suite au ravage de la peste en Italie. Et il s'est dit bah tiens, ceux qui sont pas malades passent en dessous, ceux qui sont malades passent au-dessus. Voilà. Donc c'est dingue. C'est peut-être le premier pont Covid. En fait, c'était non. Plus sérieusement, il y en avait un pour les marchandises et un autre pour les piétons. Comme ça, cette structure en triangulation, là, qui est extrêmement innovante. Hein. Tout est innovant chez Léonard, évidemment. Voilà. Et chaque traverse, c'est le principe de fabrication. Regardez. Chaque traverse, en fait, celle qui est en diagonale, soutient la suivante, etc., etc. Donc ça, ce pont en chaîne, il a existé, il a été réalisé par les compagnons du devoir à partir du dessin de Léonard de Vinci, voilà. Ils l'ont créé, ils l'ont recréé ici. Fou, non? Hop. On le voit bien d'ici, dans son ensemble. Quelques petites notes pour nous accompagner sur le chemin donc, du bâtiment du Clos Lucé. Et là, c'est la deuxième partie de notre visite. Hein. On vient de se balader dans le parc. On a vu plein de créations du maître. Et puis, bah voilà, ça partait de cette zone. Hop, voilà. Là, et super soleil. Et donc voilà le château. Alors château, il est vrai que lorsqu'on se promène dans ce magnifique centre Val-de-Loire et qu'on a fait Chenonceau, on fera Chambord, enfin on va en faire plein. On a plus envie de parler de bâtisse. Moi je trouve qu'il y a, je sais pas, Véro c'était encore là, je trouve qu'il y a une petite English touch là-dedans. Je sais pas, non, ça peut, je sais pas pourquoi, voilà. Alors, faudrait que je repasse de l'autre côté. Et je vais pas le faire. Donc voilà le bâtiment dans son ensemble. On va aller voir justement, on en parlait au tout début, mais on aperçoit évidemment le château d'Amboise qui a une encablure. Alors je sais pas où l'entrée, je pense qu'elle est condamnée, ou l'entrée du souterrain qui permettait à Léonard et François de se retrouver, taper la Cosette. Vous voyez donc, Amboise. Et juste là, toc, on l'aperçoit ici. C'est juste adorable. Hein. Regardez ce petit jardin, ça c'est plein de petits bâtiments annexes, connexes. Regardez, c'est joli.
que l'on va faire, on va un peu tricher, comme d'hab. Et on va prendre le chemin à l'envers. Je vais essayer de pas me faire capter. Je vais passer par là. Non, je change d'avis. Alors là, on a un Véro. Merci d'être venu, hein, désolé pour la petite interruption. Je disais, je sais pas si tu es de mon avis, une petite English touch ici, je trouve, je sais pas, je trouve ça marrant. Hop, les cyprès magnifiques. Ça y est, le beau temps est revenu. Je me disais, une télescapade sans soleil n'est pas une télescapade. Alors ce que l'on va faire, chers amis télescapeurs, ouais, c'est l'effet des briques rouges, c'est exactement ça. Et du coup, on va... alors je vais prendre là, je vais montrer là par le petit portillon. Si toutefois, parce que ça j'en veux beaucoup à Léonard qui n'avait pas prévu la 5G, alors là franchement, s'il a un point faible, c'est celui-là. Il a inventé beaucoup de choses, mais pas la télécommunication nomade. Donc on va attendre que le petit troupeau d'ados sur ma gauche daigne évoluer. On va rentrer dans la maison de Léonard. Je vais essayer de raser les murs, non pas au figuré mais au propre, pour essayer de conserver la connexion. Si toutefois la connexion venait à se rompre à nouveau, encore une fois j'en suis désolé, eh bien lorsque nous referons le lien de la vidéo sur Télescapade complète, eh bien nous relierons la vidéo au reportage de ce matin. En tous les cas, on vous fera quelque chose de tout à fait complet. Donc j'y vais. Si ça coupe, vous ne m'en voulez pas. Donc d'ores et déjà, je le fais tout de suite, mais je vous fais un petit coucou. Et puis à bientôt pour d'autres télescapades. Mais je continue, hein. Je vous laisse pas là. Hein. On y va. Mais si ça coupe, je refais la vidéo, je rattache et vous aurez une vision complète de l'intérieur de la maison parce que c'est quelque chose. Allez, on y va, on verra. Peut-être à tout de suite, peut-être à tout à l'heure, en tous les cas à bientôt. Allez, je continue. Hop, encore un troupeau d'ados. Attends. Tant que je suis avec vous, je suis avec vous. Voilà. Je viens de défoncer encore une porte ouverte. Bling. Hop. On fait des trucs. Hein. Et là, je fais la balade à l'intérieur de la maison, dans l'autre sens. Donc là, on a des tas de maquettes. Alors, cette fois-ci, qui ne sont plus à l'échelle 1. Et vous voyez le char d'assaut de tout à l'heure, on le retrouve ici. Franchement, on dirait un jeu vidéo. Alors, quand vous considérez l'épaisseur des murs de la bâtisse, vous imaginez bien. Le 4G a du mal à se frayer un passage. Tiens, Léonard est au fond, regardez, il est là. Là-haut. Là, je vais courir un peu parce que je risque de prendre la connexion. A tout de suite. Hop là. Je monte dans la cuisine. Hop. Tu sais qu'il était très copain avec sa cuisinière. Il lui donnera son manteau en héritage. Hop. Là aussi, je vais me mettre près de la fenêtre. Ah, youpi. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours là. Allez, on est dans l'impro total. Voilà la cuisine. La vraie, hein. Regardez la cheminée, le gars a ripaillé ici, quoi.
Bon, ça c'est peut-être un peu moins frais, mais... C'est génial. Puis là, on est tranquille. Hop. Voilà la salle à manger. Avec un très joli coup d'œil sur le jardin. Il me semble que... Ça me dit quelque chose, mais je fais une tentative, chers amis, vers les pièces intérieures. On verra bien. Et voilà, ça bosse ici. Voilà les ateliers. Regardez comme c'est bien fait. La première est la ligne, et leur détail, c'est ce que l'on appelle le dessin. La seconde est la couleur, enfermée dans les formes du premier. Le dessin n'est pas seulement connaissance, mais une puissance divine, apte à reproduire toutes les œuvres visibles. Pour peindre, je ne cesse d'observer la nature, car la nature n'enfreint jamais ses propres lois. Tout est là. Le peintre lutte et rivalise avec la nature. De la même manière, c'est en observant le vol et les ailes des oiseaux que j'ai imaginé ces machines volantes. Il faut contempler, il faut penser. Qui pense peu se trompe beaucoup. Ici, j'ai pu aussi reprendre l'étude de la monumentale sculpture équestre en bronze que m'avait commandé le duc de Milan, Ludovic Sforza. Malheureusement, les éléments m'ont empêché de l'achever. Dans le feu de ce four, mes élèves et moi fondons et forgeons les métaux sans trouver Les ateliers, on peut visiter la galerie, la chambre de Marguerite de Navarre aussi, parce qu'il n'a pas que qui habité là. En bois, la vampire. Maintenant, là, je suis très sérieux avec vous. Si vous voulez voir la jeunesse de ce type d'escalier, rampe sur enfant, pierre d'enfance, vous allez dans la botte, et vous montez par là. Je vous invite à aller visiter le château de Il y a un petit groupe. C'est là que vous le trouvez. Et dans la foulée, on a été construit un autre en façade à l'air libre, c'est au château d'Azay-le-Rideau. Azay-le-Rideau. Vous êtes à 45 km d'Azay-le-Rideau à 10 de Chenon. Voilà, avec Chambord, il constitue la crème de crème artistique des châteaux de la Loire. S'il y en a 3 à voir, ce sont les 3 que j'aime. Il y a bien sûr d'autres châteaux à voir, Le tout dernier étage de la maison. Voilà la chambre du maître. T'es pas mal installé quand même, non? Alors rien tout, enfin plutôt rien ici est original. Hein. Vous imaginez bien que ça aurait pu, hein, mais non, tout a été reconstitué. Hein. Enfin, ça nous donne quand même une idée très très précise de l'ambiance du lieu, bien sûr.
c'était celle d'Anne de Navarre. On a une longue perspective. On y va jusqu'à Tansar. Et là, on a effectivement cette magnifique, ce magnifique balcon, comme ça. On a une sèche, hein. Magnifique petit escalier. Bon, on y va, on verra bien. On verra bien si on se fait pousser. Je passe par chez vous. Voilà. On se promène. Hop. Et voilà, chers amis. Et bien, pour boucler la boucle, on va se rendre tout doucement vers l'endroit où nous avons commencé. Et puis, je vous avais promis quelques petites... Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir passer là. Ah non, c'est do not enter. Ah bah si, je passe quand même. Hop, merci. Voilà. Vous avez promis quelques anecdotes sur Léonard. On en a déjà cité 2 ou 3, notamment l'histoire de l'écriture, miroir, là. Le peu d'œuvres picturales laissées par Léonard de Vinci, pris qu'il était par toutes ses créations permanentes, ses cahiers, ses crobards, c'était en permanence. Hein, donc, du coup, pendant ce temps-là, il ne peignait pas. Pourtant, il a quand même laissé quelques preuves fortes. Donc, il en a fait 15 toiles, en fait. Bon, il y en a qui ont été perdues, bien sûr. Mais franchement, c'était une production assez peu abondante. Franchement, il expérimentait tant, imaginait, écrivait, dessinait. Voilà, on a l'exemple, tiens, alors voilà une anecdote, on a l'exemple de la statue équestre sur laquelle il a travaillé pendant 15 ans pour un autre gars là, qui s'appelait Ludovic Sforza. Il a bossé 15 ans sur la statue et elle est jamais sortie. Voilà. En fait, il procrastinait pas mal. Hein. C'est de notoriété publique en fait. Bon, les idées, l'ingénieur visionnaire, pour conclure, les idées en avance, les avions, les hélicos, les sous-marins, les autos, voilà, hein, voilà celle de l'hélico, on a commencé tout à l'heure. Je reviendrai aussi sur le respect extrêmement profond qu'il avait pour les animaux. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, il était a priori, on n'a pas eu évidemment de preuves physiologiques, mais enfin tous ces écrits montrent que, et notamment, il n'y a pas que ces écrits à lui, mais il y a une lettre d'Andrea Corsali, un explorateur qui compte que Léonard de Vinci avait les mêmes habitudes alimentaires que les hindous, délaissant les aliments qui contiennent du sang, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est fou. On a vu qu'il était gaucher, qu'il écrivait à l'envers, ça c'est fait. Il était aussi fan de pâtes, hein, pendant qu'on est dans la Boustifaille, eh bien, il avait même inventé, tenez-vous bien, une machine à faire des ficelles mangeables. Moi, j'appelle ça des spaghettis. Donc, Léonard de Vinci, inventeur du spaghetti, enfin, en tous les cas, la machine pour les créer, c'était a priori une réalité. Enfin, il y avait déjà réfléchi. Bon, dans les anecdotes aussi, on a ce fameux secret de la Joconde. Hein, on dit que qu'elle vous suit des yeux, et en fait c'est pas tout à fait faux, c'est vrai, parce que c'est grâce à cette technique
du sfumato avec lesquels on jongle, enfin il savait merveilleusement équilibrer les ombres et les lumières. Donc en fait c'est pas si faux que de dire que la Joconde vous suit des yeux. C'est une réalité. Et puis, dans les anecdotes aussi, vous le savez peut-être, mais le tableau le plus cher du monde est un tableau peint par Léonard de Vinci, 450 millions de dollars, c'est le sauveur du monde. Alors je dis bien, on a parlé récemment de la toile d'Andy Warhol qui a battu des records, 195 millions de dollars, mais là on parle de tout siècle confondu. Donc voilà, la toile la plus chère du monde aussi. Je vous ai parlé aussi tout à l'heure vous savez, des lois du frottement là. Ça s'appelle la tribologie. Alors, on pensait que c'était un autre inventeur qui s'appelait Guillaume Amonton. Et puis il y a un physicien qui a démontré que, non, c'est De Vinci qui avait découvert 200 ans avant. Et ça a été prouvé par les fameux codex que l'on a pu investiguer. Voilà, chers amis, ces petites anecdotes pour conclure sur cette 4e télescapade. Je n'ai plus qu'à vous remercier de l'avoir suivi. Alors des fois, bon, moi je m'étale, de temps en temps, on dépasse un peu l'heure qui nous est habituellement consacrée. Là, on est plutôt bien. On a bouclé la boucle, on a vu les machines, on a vu les peintures. On a vu ce lieu d'habitation extraordinaire qu'il a encore une dernière fois habité pendant les 3 dernières années de sa vie, de 64 à 67 ans. Moi, je vous invite à y venir parce que c'est juste magnifique. Voilà. Encore une fois, une encablure d'Amboise, parc magnifique. Et on termine évidemment avec le soleil. Chers amis, chers télescapeurs, télescapeuses, je n'ai plus qu'à vous remercier. On a démarré ici tout à l'heure. Eh bien, on termine ici cette 4e télescapade. Demain, nous serons à Valençay, à la même heure. Donc je vous invite à nous rejoindre. En tous les cas, merci à tous d'avoir suivi cette télescapade que vous retrouverez de toute façon en replay et légèrement améliorée, puisqu'encore une fois, on a cette petite interruption technique. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une belle journée. Thierry, à bientôt pour d'autres télescapades. Salut!